Vous écoutez France Culture. Et à 11h, c'est Questions d'époque, proposées par Caroline Brouet. Bonjour à tous. Dans les questions d'époque aujourd'hui, mercredi, place au droit et aux questions juridiques. Avec vous, Antoine Garapon, bonjour. Bonjour Caroline. Au sommaire du bien commun ce matin, en fin d'émission, on retrouvera Sébastien Miller pour sa chronique du monde judiciaire. Une chronique qui part aujourd'hui d'une appréciation de la commission de classification des films et de la demande faite au juge de reconsidérer cette appréciation. Le dossier sera consacré à la dimension psychiatrique de la rétention de sûreté. C'est le troisième volet dans le bien commun, après avoir abordé les aspects constitutionnels et judiciaires. Les délinquants sexuels sont-ils des malades ? Comment les soigner ? Comment les sanctionner en cas de crime ? Eh bien, Antoine, vous poserez toutes ces questions à deux psychiatres de renom. Mais avant ça, pour commencer, comme chaque mercredi, on fait un détour par l'actualité juridique, les livres, les colloques, les revues, avec l'agenda d'Harold Épineuse. Bonjour Harold. Bonjour Caroline. Dans l'agenda cette semaine, vous avez sélectionné deux événements, dont le premier est un colloque au Luxembourg. Oui, c'est une conférence d'une journée, vendredi prochain, 5 décembre donc, sur le thème des stratégies juridiques des entreprises. Une journée organisée par la faculté de droit, d'économie et de finances de l'université du Luxembourg. Vous avez sans doute déjà parlé du concept d'intelligence économique et de ses applications dans vos émissions du lundi, Caroline. Eh bien voilà une réflexion sur ce que l'on pourrait appeler l'intelligence juridique, ou comment le droit permet aux entreprises d'optimiser leurs opérations commerciales, bref, de nourrir leurs pensées stratégiques. Et ces stratégies sont multiples, nous disent les organisateurs. Les dirigeants ne cherchent pas seulement à échapper aux contraintes des normes positives, je cite, mais s'appuient sur les dynamiques juridiques internes pour mieux développer leur stratégie commerciale, industrielle ou financière. Fin de citation. Deuxième illustration de ces petits arrangements avec le droit, favorisés par la globalisation des échanges, il s'agit bien sûr de la mise en concurrence des cadres juridiques développés par les États et les organisations régionales ou internationales. Le colloque à Luxembourg a été conçu dans une perspective pluridisciplinaire pour mieux cerner ce qui constitue un avantage juridique pour une entreprise. D'où, pour commencer, cet essai de définition articulant droit, économie et management par Hugues Boutinon-Dumas de l'ESSEC, puis cette communication sur les origines des stratégies juridiques, à savoir les pathologies du droit, proposé par Antoine Masson de l'Université du Luxembourg et de la Cour de justice des communautés européennes. Et pour finir cette introduction, citons ces grandes questions auxquelles répondra Claude Champeau de l'Université de Rennes. Qu'est-ce qu'un avantage juridique ? Quel est son cycle de vie ? Comment protéger l'innovation juridique ? La suite de la journée passera en revue les domaines où la dimension stratégique du droit semble s'imposer à la vie des entreprises. L'action en justice d'abord, mais aussi le droit de la concurrence, la gestion de l'activisme des actionnaires minoritaires, aussi bien que la collecte transfrontalière de preuves. Entre autres interventions, elles seront nombreuses toute la journée de vendredi, citant encore ces interrogations substantielles sur l'opportunité d'instrumentaliser le droit, sur l'abus de droit comme limite aux stratégies juridiques, et puis cette question de l'harmonisation, souvent citée en exemple en Europe, harmonisation qui peut être, selon les points de vue, un obstacle ou une nouvelle source d'opportunité pour nos stratèges juristes en entreprise. Ça, c'était pour le premier. Et puis, on revient à Paris pour le deuxième événement, qui est en l'occurrence une commémoration. Oui, en effet, alors que se préparent les commémorations du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, le Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po, le CERI, et le Centre de recherche sur les droits de l'homme et le droit humanitaire de l'Université Panthéon-Assas viennent nous rappeler qu'un jour auparavant, le 9 décembre 1948, à Paris, était signée la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Signature qui avait lieu à l'endroit même où aura lieu cette commémoration au palais de Chaillot à Paris. C'est donc dans les locaux du Musée de l'Homme qu'une table ronde aura lieu mardi prochain à 18h, table ronde sur la genèse et l'actualité juridique et politique de cette Convention des Nations Unies sur le génocide, table ronde réunissant de nombreux universitaires, français, étrangers, William Chabas, Emmanuel Decaux, Raphaël Maison, Mario Bettati et Jacques Semelin. Mario Bettati, signalons-le, qui sera l'invité des matins mercredi 10 prochain. Et la commémoration s'accompagne de la sortie d'un ouvrage coordonné justement par Jacques Semelin. Oui, avec Claire Andrieux et Sarah Gensburger. Le titre de cet ouvrage paru aux presses de Sciences Po est le suivant, La résistance au génocide, où il est question donc de ces actes de bravoure qui, en plein génocide arménien, des Juifs ou des Tutsis, ont donné corps en quelque sorte aux grandes intentions de la Convention de 1948, des deux conventions de 1948 d'ailleurs.
Ces 3 génocides, arméniens, juifs et tutsis, sont d'ailleurs les terrains d'études choisis dans ce livre d'une bonne vingtaine de chapitres, chacun confié à un ou une spécialiste de la question. Un livre, pour finir, qui sera présenté au public en présence de certains auteurs juste avant la table ronde que nous citions tout à l'heure au Palais de Chaillot, donc mardi prochain à 16h. Donc un livre de Jacques Semelin, Claire Andrieux et Sarah Gainsberger aux presses de Sciences Po intitulé La résistance au génocide. Merci Harold Épineuze, à la semaine prochaine. Et on passe au dossier du bien commun. Vous revenez ce matin, Antoine, sur la rétention de sûreté. En effet, Caroline, je m'étais engagé auprès des auditeurs du bien commun à revenir sur le volant proprement psychiatrique de la mesure si controversée de rétention de sûreté. Nous avons déjà envisagé la partie constitutionnelle dans une émission, puis sa dimension judiciaire dans une autre. Et la question qui est posée est ni plus ni moins que la possibilité de soigner les délinquants sexuels. Mais qui dit soin dit maladie. Et la première question à se poser est peut-être de savoir si les délinquants sexuels sont véritablement malades. Et si oui, de quoi? Y a-t-il place ensuite pour une mesure, on n'ose pas dire thérapeutique, une mesure d'aide, une mesure de guidance pratiquée par des équipes psychiatriques, mais qui n'est pas pour finalité le soin, la guérison, mais la prévention de la récidive. Une mesure donc à la fois criminologique et psychiatrique, sociale et médicale. Le bien commun a donc réuni ce matin 2 psychiatres de renom qui, cela va sans dire, ne représentent ici que leur conscience et leur expérience. Et j'ai nommé Daniel Zaguri. Daniel Zaguri est psychiatre des hôpitaux et chef de service au centre psychiatrique du Bois de Bondy. Il est expert près la Cour d'appel de Paris. Il a publié de grands nombres d'articles et il vient de publier chez Plomb un ouvrage intitulé « L'énigme des tueurs en série » avec Florence Assouline. Et pour en débattre avec Daniel Zaguri, Roland Coutenceau, également psychiatre, psychanalyste, ancien consultant au Centre national d'observation de Fresnes. Ça ne dira rien aux auditeurs, mais il s'agit d'un endroit absolument stratégique parce que c'est l'endroit d'observation dans lequel passent toutes les personnes condamnées à des peines criminelles. Roland Coutenceau est également directeur du centre médico-psychologique pour adultes de la Garenne-Colombes. Et il est responsable d'une consultation spécialisée de prise en charge des victimes et il a été membre de l'éphémère commission d'analyse et de suivi de la récidive qui avait été mise en place par le précédent garde des Sceaux. Alors, ma première question s'adresse à vous deux, de savoir est-ce que la délinquance sexuelle, ce que nous, juristes, nommons la délinquance sexuelle, est-ce que c'est une maladie, Roland Coutenceau? Alors, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que, on le voit, la loi française a privilégié le modèle du soin. Et en ce qui me concerne, j'ai toujours été d'un positionnement plus complexe par rapport à ce sujet. Et pour rappeler un bref historique, interrogé avant la loi de 98, donc par la commission des lois du Sénat à l'Assemblée nationale, j'avais proposé la formulation obligation de suivi. Un mot neutre, le suivi pouvant être tantôt du soin, donc effectué par des psychiatres, des psychologues, des infirmiers de la santé publique, tantôt effectivement plus éducativo-criminologique, et là, effectué dans le champ de la justice, avec le modèle, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre présentation, de la guidance. C'est-à-dire qu'au fond, est-ce qu'un délinquant sexuel, c'est un malade mental? Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des troubles de la personnalité? Oui. Donc on n'est ni dans la maladie mentale, on n'est pas non plus dans la normalité, on n'est pas dans la simple névrose, qui est le travail habituel du psychothérapeute, de l'analyste, finalement, des problématiques pour avoir tout un chacun. On est dans un autre champ des troubles de la personnalité. Donc, les mots, pour que les auditeurs soient familiers, c'est ces mots qui ont été vulgarisés par la psychiatrie. Psychopathe, caractère paranoïaque, problématique perverse, borderline, état limite. Donc, finalement, ce sont, et je vais le dire même en mots plus simples, si je le dis en mots de criminologue, ces mots, là j'ai parlé en tant que psychiatre, mais si je parle en tant que criminologue, qu'est-ce que je vois? Et c'est l'expérience de ma consultation. Finalement, il va y avoir 3 types de catégories de délinquants sexuels, encore une fois, en dehors de tout
troubles de maladie mentale. Des sujets dont le pôle essentiel, c'est des immatures. Des gens intolérants à la frustration, des gens qui sont facilement tentés, des gens qui finalement vont profiter des situations, qui vont abuser, j'utilise un mot un petit peu tout terrain, de quelqu'un un petit peu en situation de fragilité. Ensuite, il y a un deuxième groupe où il y a des gens qui sont aussi immatures qu'égocentrés. Hein. Donc, ils sont centrés sur eux-mêmes, ils ont du mal à penser à l'autre, ils sont au fond très proches effectivement de quelque chose qui les excite et ils essaient presque de façon organisée, sans se poser la question de l'autre, d'arriver à leur fin. Et il y a une sorte de déni de reconnaissance de l'existence de l'autre, déni d'altérité pour prendre. On va y revenir, tout à fait. Et un troisième groupe avec des personnalités qui sont celles qui inquiètent le plus l'opinion publique, où c'est des sujets qui sont plus égocentrés qu'immatures, donc des grandes personnalités transgressives, au fond, ces grands criminels récidivistes, ces grands criminels qui font de l'escalade. Et donc, on voit que face à ces troubles de la personnalité, le vrai débat, et je termine mon introduction là-dessus, il est aussi pertinent, de mon point de vue, de les éduquer et même de les accompagner socialement avec des mesures finalement de vigilance sociale. Finalement, pour moi, le traitement est autant psycho, éducativo que social, et il faut pianoter avec ces différents registres. Donc, de mon point de vue, ce n'est pas que du soin qui est pertinent pour l'ensemble. Offrir une trousse à outils, en quelque sorte. Exactement. Une trousse à outils d'Alain Zéguerie, vous avez étudié plus particulièrement, pas exclusivement, les tueurs en série, donc les grands criminels, ceux qui font peur, ceux qui mettent le débat actuel un peu sous tension, voire qui le sidèrent. Alors j'ai pris bien soin quand même dans mon livre de ne pas parler de thérapeutique et de laisser, si vous voulez, ces cas qui sont des paradigmes de l'extrême, de les laisser un petit peu de côté, parce que le danger, c'est de les utiliser, de les instrumentaliser pour justifier, je dirais, le caractère mauvais de l'être humain. Donc, distinguons bien qu'il n'y ait pas de confusion entre les tueurs en série et ceux dont nous allons parler aujourd'hui. Parce que là, je trouve que vous avez posé d'emblée la bonne question, celle, au fond, de la distinction entre la maladie et le trouble de la personnalité. Et c'est extrêmement important aujourd'hui parce qu'il y a une confusion et une dédifférenciation dans le public dont je crains qu'elle soit, à certains moments, politiquement instrumentalisée. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que la question ne s'est évidemment pas posée seulement en France, elle s'est posée en Angleterre, elle s'est posée aux États-Unis. Et vous qui êtes juriste, vous imaginez bien que si on considère les troubles de la personnalité comme des maladies mentales, c'est la question qui avait été posée par Tony Blair à un psychiatre anglais qui s'appelle Kendall. S'il avait répondu oui, ça voulait dire que tous les sujets en fin de peine auraient pu être soignés. C'était, je crois, d'ailleurs, la proposition. Il y a l'horizon de la guérison. Et la guérison, c'est le risque zéro. On s'est débarrassé du problème. Alors voilà, effectivement, le piège immense qui est ouvert devant nous. C'est-à-dire que si nous dédifférencions les maladies mentales et les troubles de la personnalité, à ce moment-là, on va nous dire, vous, les psychiatres, vous allez les guérir, puisque vous dites que ce sont des malades, mais vous allez faire encore mieux, vous allez prédire le moment où ils vont passer à l'acte, et si vous vous trompez, vous serez les responsables des scandales sociaux qui se produiront alors. Donc simplement, pour bien distinguer maladie mentale et troubles de la personnalité, nous sommes pris dans le piège du nominalisme, bien distinguer le soin et l'aide thérapeutique qu'on peut donner à ces sujets. Sur ce point, je suis d'accord avec Roland Coutanceau, et il faut distinguer le soin sans consentement aux malades mentaux de l'obligation de soins. Ça n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter de ces questions sans entrer un tout petit peu dans un champ de complexité. Alors, rentrons dans ce champ de complexité et rentrons par le commencement, c'est-à-dire par le début, l'entrée dans cette mesure, on ne va pas appeler de thérapie. Alors, je parle sous votre contrôle, mais je crois que pour une démarche thérapeutique, la demande de l'intéressé est absolument essentielle parce que c'est la première démarche et c'est la première prise de conscience qu'il y a une souffrance à laquelle remédier. Alors, on est d'emblée dans une difficulté, Roland Coutanceau, parce que d'abord,
il n'y a pas, par définition, quand il y a une obligation de soins qui est désignée par le juge, il n'y a pas de demande. Et quand bien même y aurait-il une demande, à partir du moment où elle s'exerce, où elle se formule sous pression de la justice, est-ce une vraie demande? Alors, vous voyez qu'on rebondit toujours sur les textes. Finalement, le législateur a privilégié le modèle du soin. Au fond, quelle était finalement l'analyse sociale, peut-être pour faire simple? C'est tellement dur ce que font ces gens que sûrement ils sont malades. Sûrement, il y a quelque chose à soigner. Or, Mais c'est un peu un anxiolytique pour l'opinion publique de se dire on a une solution, on n'est pas renvoyé à l'énigme de la violence ou au scandale d'ailleurs du crime en l'occurrence. oui, mais en même temps, je le dirais autrement. Je pense que au fond, le citoyen, je dirais banalement normal, même s'il a peut-être quelques traits de caractère problématiques, au fond, il est à des milliers de lieux d'imaginer le fonctionnement, par exemple, de quelqu'un qui abuse d'un enfant. Les gens ne comprennent pas. Et donc, quand on ne comprend pas, on a besoin de diaboliser ou de rendre pathologique. Or, le constat de l'écoute de la plupart des délinquants sexuels, c'est de montrer que l'humanité est fragile. On pourrait même utiliser la chair est faible, c'est-à-dire qu'au fond, on est facilement tenté. Alors, et puis même, si je reprends mes trois catégories, les immatures, les égocentrés, les personnalités pathologiques, les grands criminels, on va dire entre guillemets, bien que j'aime pas ce terme. Donc on voit que quoi? Les immatures, on peut les soigner. Au fond, ils ont honte. Ils sont intimidables au sens criminologique. Souvent, de les punir une fois suffit. Vous montrez, c'est très intéressant parce que vous avez montré, alors je ne sais pas si c'est dans le cadre du comité pour la récidive, mais que dans le fond, le taux de récidive est assez faible. C'est assez surprenant d'ailleurs en matière de délinquance sexuelle. Vous pouvez rappeler peut-être pour nos auditeurs Tout à le fait. chiffre. Mais donc, au fond, quels que soient les chiffres, moi je vais citer des chiffres internationaux parce qu'ils sont un peu plus élevés que les chiffres français, mais en même temps, en tendance, c'est un peu la même chose. Ou plutôt, même plus concrètement, je vais donner une étude qu'on a faite au CNO. Et donc, où on a essayé tout simplement de regarder quels étaient les antécédents donc, des délinquants sexuels longue peine en France. Les pères incestueux, 95% n'avaient aucun antécédent. Au fond, c'était leur première peine. Les sujets qui agressaient des enfants dans la famille, pédophiles, dit de façon rapide, ils avaient 20% déjà d'antécédents d'agression sur un enfant. Mais 95% n'avaient aucun antécédent. Et les violeurs sur femmes adultes ou sur hommes adultes avaient 5 à 10% déjà d'agression sexuelle et à 73% avaient d'autres délits, des coups et blessures volontaires ou des vols avec armes. Ce qui ferait un lien plutôt entre le viol et la délinquance ordinaire. Voilà, sur les adultes. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'au fond, finalement, si on prend un délinquant sexuel X, son risque de récidive va être extrêmement faible si c'est un père incestueux, presque relativement faible de l'ordre de 5% si c'est un violeur de femmes adultes. Par contre, ça va être un peu significatif si c'est un agresseur d'un enfant dans la famille. Mais pas dans les proportions qu'imagine l'opinion publique. C'est-à-dire que finalement, pour le dire de façon très large, plus de 80% ou même 90% dans certaines catégories de délinquants sexuels se le tiennent pour dit une fois qu'ils ont été punis une fois. Dit autrement, ils sont intimidables criminologiquement. Et le problème, et je termine là la problématisation, c'est au fond, est-ce qu'on peut évaluer ou pas, ceux qui sont les plus inquiétants, et faut-il faire quelque chose de spécifique en fonction de la dangerosité criminologique? Et là, je suis au cœur même d'une polémique dont je comprends effectivement. Bien sûr, vous êtes au cœur d'une polémique. Vous êtes au cœur d'une polémique, et puis vous êtes au cœur d'une. Je dis pas que c'est une confusion de catégories, mais d'un rapprochement catégorique qui jusqu'ici était réprouvé. C'est-à-dire que vous parlez. D'ailleurs, j'observe aussi bien en psychiatre qu'en criminologue, et aussi bien en termes de pathologie ou de nosographie que de dangerosité, qui sont deux catégories complètement différentes. Et je crois que c'est le fond du problème, c'est qu'on ne peut pas les maintenir finalement aussi éloignées l'une de l'autre. Daniel Zaguri, ces deux catégories pénales, la catégorie du droit pénal et les catégories psychiatriques. Il faut les penser ensemble, mais certainement pas les confondre et les dédifférencier. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Et je pense que c'est très important là aussi de dire des choses simples mais claires. Il y a dans le champ de la psychiatrie, à peu près 3 espaces. Le premier espace, c'est l'espace de la demande. Je souffre, je demande du soin. Même de la demande élargie, c'est-à-dire que je souffre, on me pousse vers le soin et j'accepte, bon gré, mal gré, d'y aller. Bon. Le deuxième champ, c'est celui du soin sans consentement. Si je grimpe au rideau, que je ne dors plus la nuit, que je me promène tout nu dans mon escalier et qu'un psychiatre constate mes troubles, même si je m'oppose
à l'internement, je peux être interné. Avec un encadrement. Et vous évidemment. pensez que les soins peuvent être productifs dans ce Mais deuxième bien sûr cas que de oui. figure? Mais bien sûr que oui. Je suis chef de service. Toutes les semaines, j'ai plusieurs hospitalisations de ce type-là, de cet ordre-là, qui sortent de mon service quelques jours ou quelques semaines plus tard, stabilisés, bien entendu. Et c'est toute la différence, si vous voulez. Si un schizophrène est en phase processuelle, en phase de délire fécond, et qu'il a des médicaments et qu'à un moment donné, on lui permet de retrouver ses repères de sommeil, d'alimentation, il va aller mieux. Ce qui n'est pas du tout le cas du délinquant sexuel. Et là, j'en viens à mon troisième champ. Et ce troisième champ, c'est celui de l'obligation de soins. Alors, dans l'obligation de soins, il y a d'abord le policier et le juge. Et ce qui est important, c'est que le juge est le garant de cet espace de soins. S'il n'y a pas un juge derrière le psychiatre, il ne peut pas y avoir de soins. Donc on est dans quelque chose, si vous voulez, pour reprendre votre formulation de tout à l'heure, on est dans un espace au sein duquel la dialectique de la carotte et du bâton n'est pas scandaleuse. Alors vous dites, c'est un anxiolytique pour l'opinion publique. Mais attention, parce que si c'est trop un anxiolytique pour l'opinion publique, la déception inéluctable est à la porte. Et qu'à ce moment-là, le spécialiste va être voué aux gémonies, il va être lynché médiatiquement. Bien sûr. Alors, il y a une dimension aussi qui est très importante, et là, je réagis en juriste, peut-être même en juge, c'est reconnaître les faits. Dans le fond, et alors Dieu sait si on a moqué l'aveu, la religion de l'aveu, la tradition inquisitoire, et cette manière d'extirper la vérité, etc. Bon, il n'empêche que, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous faites, j'allais dire, vous autres psychiatres, de cette différence entre des hommes, c'est la plupart du temps des hommes, qui reconnaissent ce qu'ils ont fait, et d'autres qui ne le reconnaissent pas? Est-ce que ça ne change pas fondamentalement l'aide ou le soin qu'on peut leur apporter, Roland Coutenceau? Alors, au fond, on est au cœur de quelque chose d'extrêmement important, mais pour montrer que c'est compliqué, c'est que je vais distinguer deux approches différentes. Premièrement, il est évident que l'homme qui reconnaît est plus facile peut-être à accompagner. Le processus judiciaire va être plus facile pour le juge, C'est ça. Il y a une pour forme de l'enquêteur. demande, il y a une forme de demande dans l'aveu. Voilà. Alors, pour approfondir et montrer que c'est complexe, c'est que mon équipe, par exemple, avait posé comme condition de l'obligation de soins, quand on a commencé dans les années 91, la reconnaissance au moins partielle des faits. Donc, et alors ensuite, en travaillant sur les gens qui nient, on s'est aperçu qu'on pouvait aussi accompagner des gens qui niaient dans le cadre de l'obligation de soins. Et pour montrer que c'est complexe, c'est-à-dire qu'au fond, il y a une étude statistique internationale qui a montré que les gens qui nient ne sont pas forcément plus dangereux que ceux qui reconnaissent. C'est-à-dire que ce facteur de reconnaître ou pas n'est pas un des critères statistiques, enfin des études donc statistiques du risque. Par contre, alors maintenant j'en viens au cœur de votre question. C'est vrai que reconnaître oblige l'homme qui reconnaît à s'expliquer un peu plus, à expliciter son acte, à parler de ses motivations. Dit autrement, pour dire que tout le monde peut comprendre, c'est qu'au fond, on va rentrer un peu plus dans sa tête. On va rentrer dans son fonctionnement psychique. Donc, on va peut-être pouvoir potentiellement mieux comprendre, je vais simplifier, pourquoi il a fait ça. Est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il a fait une véotrocritique? Est-ce qu'il a de la honte, de la culpabilité, du remords, des sentiments humains? Et est-ce qu'il est en risque ou pas de récidive? L'homme qui nie, au contraire, si la justice, la loi sociale pense que c'est lui, reste énigmatique. Et donc, on ne rentre pas dans son fonctionnement psychique. Et cet homme va être plus irritant, peut-être pour l'enquêteur, pour le juge, peut-être même pour le soignant. Oui, et pour le psychiatre, vous rappelez dans votre livre, Daniel Zéguerie, cette réflexion que vous entendez souvent de la part des serial killers, mais on est d'accord que ce n'est pas d'eux dont il est question ce matin, mais de dire, si je savais pourquoi j'ai fait ça, peut-être je n'aurais pas fait, ou peut-être je n'aurais pas recommencé. Oui, effectivement, c'est une quasi-constante. Si je connaissais l'ensemble des raisons qui m'ont conduit à cet acte, je ne l'aurais pas commis. Si je savais pourquoi, je ne l'aurais pas fait. C'est effectivement une constante chez les une quasi-constante chez les grands criminels. Mais là, je crois qu'on touche du doigt un point extrêmement important et qui montre la complexité de notre métier. Nous ne sommes pas, nous, dans un registre moral. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour dire « il reconnaît les faits, c'est bien ».
et nous allons pouvoir travailler avec lui. Nous sommes dans un registre psychodynamique, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi il reconnaît les faits, éventuellement pourquoi il ne les reconnaît pas, mais avec évidemment toutes les subtilités, toutes les précautions que vous imaginez, puisque nous sommes quand même dans une démarche judiciaire et que nous ne pouvons pas prendre parti pour la vérité des faits. Nous psychiatres, nous experts. Alors, il y a une manière de reconnaître les faits qui n'est pas nécessairement meilleure que certaines dénégations. Par exemple, oui, je l'ai fait, mais on ne va pas en faire un plat. Sans aucune émotion. Voilà, sans aucune émotion, absolument. Mais on ne va pas rester là-dessus pendant des années. Bon, je l'ai fait, mais ça ne m'est arrivé qu'une fois, etc. Et il y a certaines dénégations qui sont en rapport, si vous voulez, avec un risque de suicide. C'est-à-dire, si je reconnais que c'est moi, qui, dans un état d'ivresse, dans un moment particulier, ai commis cet acte-là, qui est en rupture avec mes valeurs, je risque d'en mourir. Et si les miens portent un regard sur moi, je ne le supporterai pas. Donc, et puis vous avez aussi des sujets qui se condamnent, qui se fustigent, à défaut d'essayer de se comprendre. Et puis vous avez des sujets qui, tout en disant « non, c'est pas moi », vous offrent un certain nombre de pistes pour lesquelles travailler. Qui ne reconnaissent pas, mais dans le fond, qui ne sont pas hostiles, vous le dites, qui ne sont pas hostiles à une prise en charge thérapeutique. Voilà. Alors, moi, je voudrais reformuler cette question, mais fait un peu toujours la même, finalement. C'est, est-ce que ça peut être un objectif, alors j'ose pas dire thérapeutique, mais d'aide, de soutien, de guidance, de se concentrer sur le non-passage à l'acte? Finalement, quand vous dites la psychiatrie n'est pas un travail moral, moi, ce que j'entends à travers cela, c'est de dire que vous exprimiez vos fantasmes, que je puisse écouter vos fantasmes sans culpabilité, oui, à condition qu'il y ait cette barrière infranchissable de la réalité du passage à l'acte. Roland Coutanceau, est-ce que vous seriez d'accord pour cette manière de redéfinir la mesure d'aide ou de guidance comme étant une mesure qui a pour finalité non pas le soin, non pas la guérison, non pas la disparition des symptômes ou des fantasmes, mais une prévention du passage à l'acte? Tout à fait. Et si vous voulez, si je veux être provocateur, je dirais il faudrait réécrire la loi. Je pense personnellement, en étant psychiatre, que orienter les obligations vers des obligations de soins a été une erreur du législateur. Mais on n'aurait pas dû employer le mot soin. Exactement. Il faut d'obligations de suivi. Et dans ce suivi, au fond, ce suivi peut être le soin, mais il peut être le suivi éducatif, il peut être des mesures de contrainte sociale ou d'interdiction. C'est-à-dire que dans ma conception, c'est pour ça que je change souvent de casquette, mais je veux dire que on est à l'aise en tant que psychiatre quand on pense que la personne qui est devant nous peut être soignée. Quelqu'un qui est soigné, c'est pas forcément quelqu'un qui est désireux d'un suivi, mais il faut qu'il ait un minimum de reconnaissance de ce qu'il a fait et qu'il ait une conscience qu'il y a quelque chose en lui, même si c'est ténu, qui ne va pas. Par contre, s'il n'y a pas ces deux présupposés, je comprends mes collègues qui ont tendance à penser que le soin n'a rien à faire dans l'affaire. Par contre, est-ce que je peux éduquer quelqu'un qui nie? Est-ce que je peux éduquer quelqu'un qui transgresse? Oui, le modèle éducativo-social est, à mon avis, beaucoup plus pertinent pour la prise en charge des délinquants sexuels et d'autres types de délinquants, et nous poserait... On aurait plein de problèmes qu'on n'aurait pas. Le problème de l'obligation, est-ce qu'on se pose une question quand quelqu'un a transgressé, on pense que c'est lui, la justice lui donne des contraintes. Donc, si l'obligation de suivi s'inscrivait comme une simple contrainte et pas un soin, je pense qu'on aurait simplifié le travail d'accompagnement et de prévention de la récidive pour être dans l'esprit de votre question. L'accompagnement, le suivi, ça vous convient? Ça rentre dans les compétences de la nouvelle compétence peut-être de la psychiatrie? Mais tout à fait. Moi, je suis sur ce point d'accord avec Roland Coutanceau. On est dans une période du soignez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Hein, c'est-à-dire que, alors là, il a cassé la figure à sa femme, il a cassé un scooter, il a été violent avec sa belle-mère. Et alors, on l'envoie vers les soins. Je crois qu'il faut quand même un tout petit peu réfléchir aux différentes étapes qui mènent. Peut-être que les juges devraient avoir plus de discernement aussi. C'est une des difficultés. C'est-à-dire que les juges devraient peut-être avoir moins de recours systématiques aux psychiatres. Mais certainement. Et l'un des risques devant lesquels nous sommes aujourd'hui, c'est un risque d'asphyxie, c'est-à-dire pour se couvrir, pour ouvrir le parapluie, d'envoyer un maximum de gens vers le soin, un soin qui est en grande crise, il faut quand même le rappeler, en grande crise démographique. Oui. Alors, Roland Coutanceau. Un petit élément complémentaire. Je crois que si on veut éclairer les auditeurs, alors j'essaie de trouver les formulations. Est-ce que quand quelqu'un transgresse, c'est lié
a quelque chose de pathologique en lui. Alors je vais dire quelque chose pour clarifier les choses. Beaucoup de sujets violents, beaucoup de sujets agresseurs sexuels ont une immaturité ou un manque d'humanité qui peut progresser. Donc on peut les aider, on peut les soigner. Mais je vais le dire aussi radicalement, en écho peut-être avec certains éléments de l'analyse de Daniel Dergus sur certains serial killers. Certains sujets sont, au fond, pas de façon systématique, mais attirés par le mal. Et ils n'ont pas forcément de vibrato émotionnel d'avoir fait le mal. Ne pas voir ça, c'est se voiler les yeux. C'est penser que forcément le mal ne peut être lié qu'à la souffrance. Eh bien, regardez, je le dis comme ça, vous voyez, là tout le monde me comprend. Est-ce que le mal est toujours lié à une souffrance, à un passé douloureux? Dans beaucoup de cas, oui, mais pour certains sujets, l'évaluation la plus fine, la plus lucide, la plus décapante, c'est de dire que cet homme, même une fois qu'on a compris son passage à l'acte, nous inquiète parce qu'il semble égocentriquement imperméable après son acte au mal qu'il a fait. Et là, pour être dans l'esprit de votre question, est-ce qu'on peut le soigner? Non. Par contre, est-ce que la société peut être vigilante et lui infliger, entre guillemets, je le dis bien sûr, de façon même humaniste, une société, voilà, être contenante, faire de l'éducatif, de la prévention, ou même lui mettre des épées de Damoclès pour éviter le passage à l'acte? Voilà comment je poserai le débat. Et la réponse pour vous, oui, il est possible de faire quelque chose, oui, même pour qui n'est pas du soin, qui est autre chose. Alors Daniel Zaguri, vous êtes un peu le spécialiste de ces personnes qui incarnent le mal, pour reprendre cette catégorie, que j'aime bien personnellement parce qu'elle nous introduit dans la complexité et sans dimension un peu métaphysique que rencontrent et les juges et les psychiatres, et qui est volontairement refoulée, pour reprendre un terme. Et d'ailleurs, j'ai été frappé dans la lecture de votre livre de voir, vous disiez, Roland Coutenceau, que c'est difficile à comprendre la psychiatrie, que c'est difficile à comprendre le passage à l'acte, et c'est vrai que le clivage que vous décrivez pour un certain nombre de personnes que vous avez analysées, ce clivage est particulièrement stupéfiant, voire effrayant, cette possibilité d'avoir deux personnes finalement en soi. Alors, Daniel Zaguri. Alors c'est intéressant que vous parliez du clivage, parce que Roland Coutenceau connaît bien cette défense. Ça nous permettra de dire peut-être un tout petit mot de la clinique des perversions. Mais pour reprendre ce que vous dites, le mal n'est pas la maladie. C'est ça qui est fondamental. Et la violence n'est pas la maladie. Et en exergue de la loi sur la rétention de sûreté, il est noté, enfin je parle en substance, des sujets qui ont un risque de récidive très important et qui souffrent de troubles de la personnalité. On souffre d'une maladie et on présente des troubles de la personnalité. On peut avoir des troubles de la personnalité qui ne font pas souffrir, mais qui font souffrir les autres. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est extrêmement important parce qu'on est devant, vous l'avez souligné tout à l'heure, devant un brouillage émotionnel pour penser toutes ces questions. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous sommes devant une espèce d'aporie. Parce que Roland l'a rappelé tout à l'heure, on a quand même été surpris de s'apercevoir que le taux de récidive d'un certain nombre d'infractions sexuelles était plus faible qu'attendu. Alors là, on est au cœur, je crois, du débat. C'est-à-dire que si vous dites au public, votre sentiment d'insécurité, votre peur sont-ils légitimes, puisque nous avons les chiffres, évidemment, on va apparaître comme absolument froid et monstrueux. À l'inverse, si on ne parle qu'en termes d'émotion et au cas par cas, à ce moment-là, on va rentrer dans cette dictature de l'émotion qui peut être si facilement instrumentalisée. Alors, ça c'est toute la difficulté, et je pense que nous, professionnels, nous sommes tous, magistrats, éducateurs ou psychiatres, des professionnels de la prise de risque. Et si nous ne pouvons plus prendre de risques, alors à ce moment-là, il y aura une rupture de contrat social entre nous et la société. Et à ce moment-là, il n'y aura plus du tout de soins vous avez pour tous le ces sentiment sujets. que ce que vous dites ne peut être que très impopulaire aujourd'hui, où on a l'impression que le sentiment politique le plus fort, le plus déterminant, le plus porteur, c'est précisément une demande de sécurité, au sens fort du terme. C'est une sécurité, c'est-à-dire le moins de risques possible pour nous autres personnes normales. Et je crois que c'est l'évolution vers ce modèle que certains appellent libéral autoritaire, libéral sécuritaire. Vous avez mentionné Tony Blair tout à l'heure. Tony Blair, Clinton, des gens qui ne sont pas des conservateurs farouches par ailleurs, sont extrêmement impitoyables sur cette question de la sécurité. Je pense que cette question du risque est toujours devant nous. On a parlé de la thérapie, on n'a pas parlé ni de la prison,
ni des médicaments, ni d'autres propositions qui sont faites pour l'accompagnement des délinquants sexuels, Roland Coutenceau. Alors, je crois qu'ici, au cœur, on a essayé au fond, d'écrire un petit peu ces fonctionnements psychiques. Alors, maintenant, il y a un débat qui est délicat. Ce débat, il peut être posé sur le plan politique. C'est, au fond, les mesures pour traiter la délinquance. Et c'est légitime. Mais en même temps, vous le rappeliez un petit peu dans votre questionnement, des politiques qui, dans d'autres pays, ne passent pas finalement pour particulièrement répressifs, en sont venus à je vais le dire de façon provocatrice, à une politique un peu musclée dans le domaine de la sécurité. Alors là, il y a un débat, moi, qui m'intéresse avec ma casquette de criminologue et qui est encore très polémique et qui reste très passionnel et peut-être très idéologique en France. C'est que, est-ce qu'on peut s'autoriser ou pas, sur 100 jeunes qui sont violents, sur 100 délinquants sexuels, à justement essayer... Alors, c'est le problème de ce concept polémique et je mets les pieds dans le plat. La dangerosité criminologique. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce qu'il faut le fuir ? Est-ce que c'est utile ? Mais essayons d'abord de rêver au cas où ça serait possible. Au fond, regardez, les statistiques nous disent que la plupart des délinquants sexuels ne récidivent pas. Donc on pourrait dire c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Sélectionnons les 10% qui restent. Voilà. Identifions ces 10% et puis alors, on va travailler je sur... vais répondre exactement à ça. Alors ça, c'est ce qui me passionne intellectuellement. Mais bien sûr, je vais être franc d'abord. C'est que au fond, ce travail pour essayer de cibler, je suis provocateur, de profiler, les 10%, voilà, de profiler qui pourraient être à risque. Alors, est-ce que si on pouvait le faire, ça serait intéressant? Alors d'abord, je réponds oui pour créer du muscle au débat parce que je sais qu'il est polémique. Oui, pourquoi? On pourrait être plus gentil, donc plus humain, donc plus humaniste, donc plus généreux avec ceux qui sont intimidables au sens criminologique, et on serait plus sécuritaire, plus musclé, plus dur avec les 10%. C'est vous qui êtes clivé. Voilà. Alors, non, voilà. Mais oui, mais j'assume. Alors maintenant qu'on a posé le défi, est-ce que quelqu'un peut y répondre? Et quelle est votre réponse à vous? Voilà. Eh bien, je vais vous la donner. Je pense qu'il y a deux positions. On peut dire le débat sur la dangerosité, il est trop dangereux parce qu'on risque de stigmatiser, n'y touchons pas. Je respecte les gens qui pensent comme ça, mais ce n'est pas ma pensée. Moi, je vais essayer de me hasarder sur le risque. Alors, premier élément, la danger criminologique, puisqu'on est dans une émission de qualité où on a le temps de s'exprimer, c'est au mieux un concept probabiliste. Dire qu'au fond, on ne va pas dire... On n'a que des données statistiques. On va dire à jamais, je veux dire, quels que soient les chercheurs, personne ne va dire cet homme va récidiver à coup sûr et cet homme ne va pas récidiver. Premier élément, on est dans une logique probabiliste, ni plus ni moins. Deuxième idée, il faut effectivement qu'on maîtrise la problématique éthique. Est-ce que de dire que quelqu'un est à risque est quelque chose qui est potentiellement stigmatisant? Oui, c'est l'éternel problème de la science. Si ça tombe dans de mauvaises mains, on peut se dire celui-là, il ne va pas sortir, celui-là, il va rester en prison en vie, celui-là même, il faut lui couper la tête. Donc, on voit bien que se hasarder sur la dangerosité, c'est difficile. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas le faire? Alors, je réponds totalement à votre question. Moi, je pense qu'on ne peut pas le faire. Qu'est-ce qui existe actuellement dans la littérature internationale? Il y a d'abord, et en même temps, ça va détendre peut-être mes collègues psychiatres, est-ce que le clinicien, l'évaluateur de la personnalité, est le mieux placé pour évaluer le risque? Des études dans d'autres pays qui utilisent des échelles probabilistes ont montré que finalement, des critères d'items présents chez ceux qui sont récidivistes, qui sont des critères qui ne sont pas du tout cliniques, étaient des meilleurs prédicteurs du risque que l'évaluation du psychiatre. Donc, on dit qu'il faudrait qu'on ait des risk managers. Je termine là-dessus. Pour rendre concret mon propos, je vais donner des exemples d'items pour les délinquants sexuels sur mineurs. En être déjà à sa deuxième transgression, avoir été déjà condamné une fois et y revenir. Agresser une victime inconnue. Agresser une victime en dehors de la famille. Voilà les trois critères qui sont significativement les plus présents chez les récidivistes. Ensuite, un cran après, vous avez agressé des petits garçons, c'est plus récidivant qu'agresser des petites filles, n'avoir jamais formé de couple, que ce soit un couple homosexuel, n'avoir jamais eu de partenaire en cohabitation, avoir d'autres types d'agressions que en dehors des atteintes de mœurs. Voilà ce que l'échelle
des risques probabilistes. Et on dits pourrait des imaginer récidivistes. alors qu'il y ait des criminologues, je vais donner la parole ensuite à Daniel Zaguri, mais qu'on pourrait imaginer qu'il y ait des criminologues, profession qui manque cruellement à notre pays, je le rappelle, qui finalement fasse une évaluation probabiliste selon ce critère de profilage. Daniel Zaguri, comment vous réagissez à cette... Il y a beaucoup de choses à dire. Alors justement, pour reprendre la politique musclée de notre ami Roland Coutenceau, alors ou bien on est dans un registre de l'émotionnel. Et à ce moment-là, le public est bouleversé, on fait une nouvelle loi et on prétend que cette nouvelle loi va là, on empêcher... pense à ce qu'on pourrait faire indépendamment de ça se présente. Je pense qu'on est dans une logique probabiliste, on est dans une logique prospective. Pourquoi est-ce que le psychiatre et le criminologue seraient les seuls à pouvoir dire l'avenir et à assumer le poids de l'avenir quand les économistes, les politiques et un certain nombre de scientifiques se trompent avec régularité? Vous pensez bien qu'il y a là quelque chose de totalement absurde qui relève de la pensée magique. Alors, c'est très important de comprendre que pour essayer de faire un pronostic, le pronostic, ça n'est pas le diagnostic. Et le pronostic des troubles de la personnalité, ce n'est pas le diagnostic des maladies mentales. On va analyser à un moment donné de la manière la plus fine possible, à l'aide de tests et à l'aide de la clinique. Que vous ne récusez pas. Mais absolument, on ne récuse rien. On ne récuse rien. On utilise tous les instruments qui peuvent nous aider. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'il faut quand même pas oublier, ça dépend quand même du sujet, de savoir s'il va ou s'il ne va pas récidiver. Ça dépend de son engagement. Et si on oublie ça, les pervers sauront nous le rappeler. Ils nous le rappellent déjà. Les plus grands médecins se sont occupés de moi et moi, je n'y suis pas arrivé. Avec ce plaisir de la mise en échec de l'institution. Absolument. Et si vous voulez, si on pense, et là c'est très important de comprendre ça, si on pense que tout ça est déterminé génétiquement ou déterminé par des facteurs extrêmement forts, à ce moment-là, le coupable, c'est plus tellement lui, c'est le juge, l'éducateur ou le psychiatre qui se sont plantés et qui seront désignés. Et alors, pour faire un pronostic, il faut donc une analyse à un moment donné de la personnalité, il faut l'engagement authentique du sujet, mais il faut aussi la réalité de l'offre de soins. C'est-à-dire qu'on est devant quelque chose que l'expert ne maîtrise pas totalement. Alors, l'expert, effectivement, pour répondre de manière très, très directe à votre question, l'expert, il va donner effectivement une probabilité, mais essayez d'imaginer que l'expert puisse dire, par exemple, la probabilité de récidive est de 5%. Est-ce qu'on va établir par décret une probabilité de récidive à partir de laquelle c'est acceptable et c'est pas acceptable? Donc, si vous voulez, toutes ces complexités que nous essayons d'énoncer, en cas de scandale, elles sont complètement court-circuitées, balayées, et à ce moment-là, le professionnel va être stigmatisé. Et c'est très grave. Pourquoi c'est très grave? C'est très grave parce que toutes les études montrent qu'on se trompe par excès beaucoup plus que par défaut, et que, bien entendu, l'expert à qui on demandera un pronostic va ratisser extrêmement large, et qu'il y aura donc, dans les centres de rétention de sûreté, beaucoup plus de sujets que ceux qui réellement auraient récidivé. C'est toute la question. Bien sûr. Alors, puisqu'il nous reste que quelques minutes, une poignée de minutes, Roland Coutenceau, je poserai la question ensuite à Daniel Zaguri. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Dans quelle direction faudrait-il aller? Quelques idées pour que nos auditeurs ne soient pas complètement déprimés à la fin de cette émission. Tout à fait. Je crois que... Et regardez, on peut partir de quelque chose qui a été dit par le Conseil constitutionnel avec bout de sagesse. Je pense que, au fond, considérer qu'on peut envoyer, par exemple, quelqu'un vers un centre de rétention suppose, et là on peut mettre tout le monde d'accord, qu'on a bien utilisé le temps de peine. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant le temps de peine? Mieux évaluer ces sujets. C'est ce que le Sénat a demandé en musclant la qualité d'évaluation du Centre national d'observation de Fresnes, où je suis resté 10 ans. Premier élément. Deuxième élément, mieux développer de façon plus systématisée et structurée les possibilités de suivi dans le milieu carcéral, à la fois du côté santé, mais aussi ce que fait le ministère de la Justice avec l'administration pénitentiaire depuis peu, développer aussi des groupes de parole de sensibilité criminologique faits par des CIP, par des personnels justice. Le groupe de parole étant quelque chose de très important qui revient dans vos propositions. Voilà, et puis aussi un autre élément très simple, c'est que moi je crois qu'il faut être créatif dans la manière dont on conçoit la prison. Alors je sais, là aussi c'est un débat provocateur, de mon point de vue il peut y avoir des prisons
spécialisées. Des prisons, par exemple, spécialisées dans l'évolution du comportement de certains sujets violents, de D'autant qu'on certains sait que sujets le profil du sexuels. délinquant sexuel en prison est très particulier. C'est quelqu'un qui ne pose pas de problème de sécurité, qui ne pose pas de problème de violence en général. Voilà, moi je crois qu'on peut faire mieux pour faire des projets plus structurés, plus systématisés dans certaines prisons. Et une autre provocation, j'ai dit que j'étais souvent un provocateur, je pense que ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'organiser la prison pour se dire, il faut utiliser le temps de peine, il faut mettre la prévention de la récidive au cœur même de la prison par l'évaluation et la prise en charge. Qu'est-ce que vous répondez à ce que vient de nous dire Daniel Zaguri sur cette prise en compte du risque? Est-ce que vous pensez que notre société est prête à accepter une prise de risque, quelle qu'elle soit, concernant les délinquants sexuels? Moi, je suis un scientifique et donc ce qui m'intéresse, c'est de diminuer le risque. C'est ma voie moyenne. Je veux évaluer, mais je dirais aux gens, c'est ça l'honnêteté intellectuelle, il n'y a pas d'évaluation à 100% pertinente. Par contre, on peut progresser, un peu comme pour les cancers, on peut diminuer le risque de récidive, on ne le réduit pas à zéro. Voilà ce que je dis, moi, en tant que psychiatre criminologue. Et que scientifique, Daniel Zaguri. Alors effectivement, il ne faut pas se déprimer en face de ces questions. Hein. Je crois que faire, vous posez la question, plutôt qu'une agitation conjuratoire, une véritable politique pénale, un véritable contrat de confiance avec l'ensemble des professionnels de la prise de risque, quelle que soit leur place, parce que s'ils n'ont plus confiance, ils ne pourront plus travailler. Et, ce qui est déjà un peu ce qui se passe, au moins pour les magistrats et les psychiatres. Mais ce qui est, hélas, le cas, parce que ça va en sens inverse du but recherché. Ça n'apporte que des solutions politiques, démagogiques à court terme, mais ça casse le système et c'est très grave. Alors, au Canada, moi j'ai trouvé récemment une déclaration d'un policier canadien qui militait, de très haut rang, qui militait en faveur de la libération conditionnelle en expliquant que depuis quelques décennies, les politiques avaient œuvré dans le même sens que les professionnels dans un effort explicatif. Et effectivement, c'est ça qu'il faudrait faire. Que les politiques, les chaînes de professionnels, j'ose pas dire les médias, hein, bon, ça c'est quand même un autre problème, travaillent vers l'efficacité, comme disait Roland Coutenceau, c'est-à-dire vers une diminution du poids de l'émotion et vers une augmentation du poids de la raison. Roland Coutenceau, on a peu parlé de la prison comme milieu fermé. On n'a encore rien dit des médicaments. Donc, je voudrais qu'on puisse continuer cette réflexion sur, puisque vous êtes provocateur, y a-t-il une solution chirurgicale à la délinquance sexuelle? Y a-t-il une solution médicamenteuse? Et comment est-il possible d'utiliser au mieux le temps carcéral, si tant est que le temps carcéral puisse être productif de quoi que ce soit? Alors au fond, on va se débarrasser de la chirurgie. Oui. Finalement, l'agression sexuelle, c'est une problématique de la personnalité. Et donc, certains pays, même à un moment donné, ont pratiqué la castration chirurgicale, notamment l'Allemagne. Mais on s'est perçu que certains agresseurs agressaient avec le doigt, avec les bouteilles. Donc, c'est une vue trop simple de l'agression sexuelle de penser qu'il suffirait de couper les couilles, je le dis en termes un peu populaires. Alors, le médicament, par contre... qu'est-ce qu'il peut apporter? Mettons-le à sa juste place. Et là aussi, ça fait fantasmer parfois certains politiques. Au fond, on s'est dit, ah, ça c'est sérieux, hein. La castration chimique... oui, ça, et puis ça apporte la sécurité dans l'opinion voilà. et demanderesse. Alors, au fond, qu'est-ce que ça réalise? Le médicament anti-androgène n'éradique pas d'ailleurs la possibilité d'avoir des relations sexuelles, mais au fond, va diminuer la fréquence et l'intensité, le côté obsédant du fantasme. Et donc, certains d'entre nous, on utilise effectivement le médicament, mais alors, rappelons aussi la déontologie médicale dans toutes les démocraties. Il faut que j'informe, que je conseille, que je persuade le sujet. On ne peut pas, dans aucun pays du monde, à ma connaissance, on ne impose un médicament. Donc, le médicament d'un sujet précédemment informé et accompagné est utile, couplé avec la psychothérapie, tout simplement parce que, au fond, il va faire en sorte que le sujet... Il y a des gens qui sont un peu obsédés par leur fantasme. Ça ne suffit pas pour passer à l'acte, mais donc, au fond, dans l'arsenal, tout à l'heure, vous parlez de boîte à outils. Oui, la réalité est complexe, donc il faut tous les outils. Le médicament peut être utile, mais regardez, posons le jeu. Rarement utile chez les pères incestueux, une très faible minorité de violeurs de femmes adultes et une certaine catégorie, 10 à 15%,
de sujets agresseurs sexuels d'enfants en dehors de la famille, qui ont la malchance d'être, du fait de leur orientation sexuelle, orientés préférentiellement ou exclusivement vers les enfants, peuvent être aidés en ayant une prescription du médicament qui va les faire être plus détendus, moins obsédés. Et donc, on va pouvoir, toujours la même idée que vous avez posée tout à l'heure, les aider à se contrôler, les aider à éviter tout passage à l'acte. Donc, le fantasme, oui. Le fantasme et la vie auto-érotique, oui. Le passage à l'acte sur un enfant réel ou sur un être humain réel, non. Daniel Zaguri, vous êtes, vous, psychiatre, et comme je le rappelais au début de cette émission, vous dirigez un service de psychiatrie. Le médicament? Alors là, on parle de situations qui ne concernent pas des sujets hospitalisés en psychiatrie. Non, bien sûr. Alors, le médicament, là, peut-être que ça illustre ce que j'essayais de dire tout à l'heure entre l'émotionnel et le rationnel. Parce que dans le public, on peut avoir l'idée que c'est la panacée. Et au fond, on peut être très choqué par ce que vient de dire Roland Coutanceau, c'est-à-dire d'user d'arguments éthiques. On dit que vous êtes gonflés, vous les psychiatres, vous parlez d'éthique alors qu'il est question de crime et il est question de viol. Et je crois que sur ce point, c'est très important de comprendre en effet que la communauté scientifique a son point de vue sur la question et que ça tourne autour de 10 à 15% d'indications. Et là aussi, c'est dommage. Je me souviens de déclarations de Jacques Chirac, je veillerai personnellement, de déclarations de Nicolas Sarkozy. Si vous voulez, ça donne le sentiment au public qu'il y a une solution radicale et efficace, mais que les psychiatres, pour des raisons qui tiennent à leur éthique, une éthique perçue comme scandaleuse, que les psychiatres s'y opposent. C'est pas du tout ça la vérité. Oui, c'est intéressant de voir ce que dit une lectrice de Foucault aux États-Unis, Wendy Brown, qui vient d'écrire sur le modèle néolibéral de justice. Et elle dit « Nous recherchons des solutions aux problèmes humains par du non-humain. » Par des chips, par des pilules, par le bracelet électronique, par des solutions techniques, par des solutions qui exercent une sorte d'effet magique, mais nous sortons de la relation. Est-ce que ça veut dire que, ce sera ma dernière question à l'un à l'autre, que ce qui caractérise la psychiatrie, c'est pas quand même avant tout une relation, que ce soit une relation d'aide, de guidance thérapeutique, rien ne se passe en dehors d'une relation. Alors oui, et donc ça m'intéresse d'avoir aussi la position d'Hélène Zaguri là-dessus, mais regardez, pour la majorité des délinquants, oui, la solution passe par la relation avec d'autres éléments. Mais par contre, toute mon écoute de psychiatre, criminologue, d'experts, c'est de dire aussi que certains sujets ne sont sensibles qu'à la peur de se faire prendre. Dire qu'au fond, je dis que je n'ai pas pu, malgré un suivi, qui n'exclut pas une relation. Mais par contre, au-delà du fait, je vais le dire autrement, beaucoup de criminels peuvent être humanisés par le suivi, par la guidance. Par contre, il y a une minorité de sujets, je ne dirais pas qu'ils ont choisi le mal, parce que ce serait polémique, dont je pense que la seule efficacité, parallèlement à leur parler, c'est de leur mettre... Ils sont sensibles au fait qu'ils pourraient se faire prendre, ils sont sensibles au bracelet électronique, ils sont sensibles à la peur de la sanction, ils sont sensibles un peu au fait de venir en prison. Alors, on revient à votre question tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait discriminer entre ceux qui sont humanisables et les autres, mais... Je laisse ça en suspens. Oui, je crois qu'il faut être modeste. Il n'y a pas de science sans conscience de ses limites. Il y a un certain nombre de sujets qui échappent totalement au champ dont nous parlons aujourd'hui. Et s'ils avaient intériorisé un minimum de conscience morale, ils ne commettraient pas les actes qu'ils ont commis. Daniel Zaguri, Roland Coutanceau, merci. Je rappelle votre ouvrage que vous venez de publier avec Florence Assouline, Daniel Zaguri, L'énigme des tueurs en série. Et c'est aux éditions Plomb. Merci Antoine Garapon et on termine cette émission Le Bien commun avec la chronique de Sébastien Miller. Ce matin, Sébastien, être juge et jugé. Bonjour à tous. 10e et 9e sous-section réunies du Conseil d'État, arrêt du 6 octobre 2008. Les faits étaient les suivants. La commission de classification des œuvres cinématographiques avait eu à se prononcer sur le film « Quand l'embryon part braconner ». Cette commission,
qui détermine de quelle catégorie doit relever chaque œuvre en fonction du public auquel elle peut être destinée, peut ainsi recommander de classer X le film en question ou de l'interdire aux moins de 18 ans, aux moins de 16 ans, etc., en raison de la violence ou de la crudité de certaines de ces scènes. En l'espèce, la commission de classification avait prononcé l'interdiction du film aux moins de 18 ans. Une telle interdiction a pour conséquence de restreindre le circuit de distribution du film et elle a des conséquences financières très importantes pour le producteur. C'est pourquoi la société de production du film avait saisi le juge administratif pour qu'il annule le visa d'interdiction aux moins de 18 ans délivré par le ministre, sur avis de la commission de classification. Comme souvent, le requérant faisait feu de tout bois. Il contestait la légalité de l'instruction suivie, estimant que le ministre n'avait pas procédé à l'entière appréciation des faits qu'on attendait de lui et qu'il s'était totalement remis à l'appréciation de la commission de classification. Il contestait aussi la légalité de la procédure de classification au regard de la liberté d'expression et de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce faisant, il obligeait le juge administratif à se saisir de toute l'affaire et à apprécier lui-même l'œuvre cinématographique au regard des critères retenus par la commission de classification. Et ainsi, dans cette décision, on voit le juge, comme il le fait dans beaucoup d'autres, réinstruire ce que le ministre a instruit, réapprécier ce que la commission de classification a apprécié. Au regard de la liberté d'expression, le juge constate que la procédure de classification des films n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire leur diffusion, mais qu'elle vise seulement à la restreindre à l'égard des mineurs en fonction de critères tirés notamment de la très grande violence des scènes, ce qui répond à un impératif légitime de protection des mineurs. S'agissant du film lui-même, le juge estime, au terme de son instruction, qu'il comporte de nombreuses scènes de torture et de sadisme d'une grande violence physique et psychologique, qu'il présente une image des relations entre les sexes fondée sur la séquestration, l'humiliation et l'avilissement du personnage féminin dont la mise en scène est de nature à heurter la sensibilité des mineurs. Ce faisant, le juge reprend, presque mot pour mot, l'avis formulé par la commission de classification, qu'il juge tout à fait conforme au droit. Cette reprise presque mot pour mot par le juge dans sa propre décision de l'avis de la commission de classification n'est pas anodine. Car s'il est vrai que le juge peut être amené à faire porter son jugement sur presque tous les objets, même les moins juridiques, pour peu que l'appréciation qui en résulte emporte des conséquences qui sont, elles, juridiques, on voit aussi qu'il évite autant que faire se peut d'apparaître comme un tribunal universel qui soumettrait à son appréciation absolument souveraine tout ce qui lui est soumis, sans prendre en compte les avis autorisés, les appréciations d'experts ou celles du commun. Cette réserve du juge s'explique sans doute par le fait qu'il est bien conscient qu'à juger plus que nécessaire, il court le risque de voir la légitimité de ses décisions contestées. On est toujours jugé d'une manière ou d'une autre, et le juge autant qu'un autre. Merci Sébastien Miller, à la semaine prochaine. C'est la fin du bien commun, proposé tous les mercredis dans le cadre de Questions d'époque par Antoine Garapon, avec la collaboration d'Harold Épineuse et de Claire Barabé. À la coordination des Questions d'époque, Inès De Bruyne. À la réalisation, Doria Zénine, qui doit se reposer. À la prise de son, Jacques Vincent. Demain à 11h, dans les Questions d'époque, Madeleine Moukamabano reviendra sur la crise politique en Thaïlande avec la Société des Nations. Quant à vendredi, pour Place de la Toile, et ceci s'adresse aux Brestois, Place de la Toile sera à Brest pour le festival Longueur d'onde. Mais en attendant, vous écoutez France Culture. Bon après-midi à tous. À midi, les titres du journal et tout arrive.